Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon le programme alimentaire mondial des Nations Unies, plus de 45 millions de personnes sont proches de la famine, en raison notamment des conflits et du changement climatique. Comment prévenir la famine sur le continent et lutter efficacement contre la faim? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau un économiste, Boussin Atchen Servet Kofi. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Alors, on le disait hors antenne, vous êtes économiste, vous avez parfois une lecture un peu plus avancée par rapport aux citoyens lambda. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des pays africains en matière de gestion de leur propre économie? Alors, il faut dire que la gestion, pas pour être pessimiste ou optimiste, je pense que nous sommes déjà spectateurs et nous sommes obligés de tenir le volant, sinon on risque de tomber dans un ravin. Il faut dire qu'il y a beaucoup de programmes qui ne sont pas mis en application à cause de certains facteurs que nous connaissons tous, qui sont les crises dans tous les secteurs de l'Afrique et aussi qui sont certains comportements comme la mauvaise gouvernance et aussi le refus d'alterner politiquement, et nous avons une mauvaise orientation de nos programmes. Est-ce que vous pensez que la malgouvernance, la mauvaise gestion des ressources est à l'origine aussi de ce qu'on appelle la faim, la crise de la faim, la famine et de toutes ces difficultés, ces fléaux que rencontre le continent? Ça peut être un facteur. Ça peut être un facteur parce qu'il faut dire que cette affaire des famines ne date pas de maintenant. Mais cela a été accentué par la perturbation des chaînes de valeur. À cela s'est accru la crise en Ukraine. Alors il faut dire que les céréales qui viennent de l'Ukraine sont souvent affrétées aux hommes, c'est vrai, et aux animaux. Et ce qui fait que nous devons réduire notre consommation en viande. Et je prends le Pakistan, qui est un gros pays producteur de riz, qui était sous les eaux. Il y a tous ces facteurs qui rentrent en ligne de compte. Madagascar avec les cyclones. Il y a eu ces difficultés à Madagascar, par exemple, entre les institutions et le gouvernement. Parce que la famine a fait que la population malgache était obligée de vendre des enfants, ce qui a été démenti par les gouvernants. Et c'est médecin, la Croix-Rouge qui avait dit cela dans le temps, mais il faut dire quand même qu'il y a la famine est causée par beaucoup de facteurs. La sécheresse aussi. La sécheresse, puis il y a les crises qui sont au niveau du Burkina, du Mali, ce qu'on appelle les super conflits. C'est-à-dire on veut changer de gouvernement alors qu'on n'a souvent pas de solution. Il faut chercher et surtout à passer de l'économie de la vie à l'économie, et de l'économie de la mort à l'économie de la vie. D'accord. Et on parlait aussi des conflits armés dans la sous-région et un peu partout en Afrique qui freinent le développement. Comment est-ce que ces conflits-là affectent, la population au point que les gens meurent de faim? Je prends le cas de la Somalie, les Chebab, le djihadisme. Il y a eu une multiplication du terrorisme dans les coins de l'Afrique et au centre, au niveau de la Somalie. Les gens ne peuvent plus aller au champ. Et on n'a pas de programme de gestion de notre pluviométrie. Parce que le Burkina et le Burkina Faso, aujourd'hui, dans le nord du Burkina, à tout moment, les villages sont pillés, les villages sont attaqués par ces terroristes. Alors, ce n'est pas le fait forcément de la population, mais je pense que ce sont les gouvernants qui doivent prendre des dispositions pratiques pour sécuriser leurs États et surtout sensibiliser la population. Mais le nerf de tout ça, là, c'est le chômage. Parce que les djihadistes, parce qu'ils n'ont pas d'activité rémunératrice des revenus, qu'ils s'adonnent à ces pratiques pour pouvoir contrer les gouvernants dans l'espoir de piller la population innocente. D'accord. Parlons aussi des questions liées au changement climatique. Ce sont des facteurs, on pourra dire, exogènes. Tous les pays souffrent de cette situation. Comment est-ce que ces situations affectent de plus en plus les populations africaines au point que la question de la famine est récurrente et accrue? Oui, mais monsieur Thomas, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais être pessimiste peut-être pour vous, mais ne soyez pas surpris. Vous savez, l'Europe, par exemple, consacre 50% de son programme à la production des énergies fossiles. Il y a eu le cas du gaz naturel découvert en Afrique et le président Macky Sall en a parlé lors du forum à Paris. Le gaz naturel, on nous fait savoir que si nous produisons ce gaz ici, nous allons produire des énergies fossiles. Donc, il liquéfie ce gaz, il le transforme en France, mais c'est pour produire quoi? Un
Importante question. Donc l'Europe a un programme qui joue sur l'Afrique, qui est la plus grosse victime. Et le programme de l'Europe, c'est un programme des neiges, 6 mois, 1 an. Mais Biden réussit ça très bien aux États-Unis. Donc dire que c'est vrai, on accuse les dirigeants africains, la population africaine. Il faut dire aussi qu'il y a le facteur élevage. Parce que les pets des vaches, les rottes des vaches polluent énormément les Okay. et jouent de telle sorte qu'on a une production de gaz toxiques. Par exemple, le méthane. Le méthane est plus puissant que le dioxyde de carbone. Mais malheureusement pour nous, le méthane n'a pas une longue durée de vie. Donc il faut réduire la consommation en viande et se dire, est-ce qu'il ne faut pas transformer nos habitudes? Chercher, je vous dis que d'ici 2050, nous serons 9 milliards, 2111 milliards d'habitants sur la planète Terre. Il faut chercher à consommer les criquets. La Chine, les criquets, les scarabées, la Chine est très en avance en cela. D'ailleurs, c'est un réservoir qui ne finit pas, les criquets, les scarabées et autres. Et on aura des gâteaux en criquet. C'est scandaleux aujourd'hui. Mais je vous dis, quand on réfléchit, si on ne réfléchit pas pour l'avenir, pour la jeunesse, pour le futur, c'est pas la peine de vivre. Il faut penser à demain. Avant qu'on arrive à la consommation de ce que vous avez cité, comment est-ce qu'on gère nos propres ressources? Comment est-ce qu'on gère notre agriculture de subsistance? Comment est-ce qu'on produit? Parce que la production se fait à une certaine température. Il est démontré que dans les prochaines années, dans les 30 voire 40 prochaines années, si on a une augmentation du niveau de la température, il y a des cultures qui vont disparaître. Il y a des cultures qu'on ne pourra plus faire en Afrique. Cela veut dire que ça va augmenter encore le niveau de la faim. Comment est-ce qu'on s'adapte face à toutes ces situations? Alors, il faut pratiquer le nomadisme agricole. Sinon, ne pas le faire, c'est être barbare intellectuellement parlant. Parce que quand on voit venir les choses, moi j'ai suivi sur une chaîne de télé la Sodexam en Côte d'Ivoire qui parlait de la sécheresse qui va venir d'ici 2 à 3 mois. Des prévisions. Ouais. Des prévisions de la Sodexam. Mais quand on dit ça, quelles sont les solutions des gouvernants? Je n'en ai pas vu. Mais c'est pour ça, d'aucuns diront que je suis pessimiste, mais non, je pense qu'il faut rééduquer systématiquement. Il faut faire la chose à une vitesse exponentielle, parce que je suis un adepte de tout ce qui est exponentiel en tant que mathématicien économiste. Donc il faut être un adepte de l'exponentiel, aller rapidement dire, bon, d'ici peu, on n'aura pas à manger, nous avons la terre dans telle région de l'Afrique, il faut mécaniser l'agriculture, mettre les bouchées doubles, comme si nous étions en guerre. Si nous étions en guerre, on allait débourser des fonds colossaux pour pouvoir régler cette guerre. Mais un exemple simple, la guerre en Ukraine coûte 171 milliards d'euros. Lutter contre la famine coûte 130 millions d'euros. Ils sont à 46% de financement. Mais la guerre en Ukraine, ils sont à 72% de financement. Il y a des priorités pour les grandes puissances. Donc c'est de dire que de façon intrinsèque, nous devons songer à notre développement que de compter de façon récurrente sur les Européens. Leur objectif n'est pas de nous aider, il n'y a pas d'aide. Voilà, c'est un business. D'accord. La question de famine accrue, certainement, ça va produire aussi de l'instabilité dans certains pays, avec la cherté de la vie, des plaintes par-ci, par-là, des marches dans certains pays. Comment mettre fin à cela? Parce que ça va jouer sur parfois des régimes qui sont en place. Effectivement, ça va entraîner des marches. Ça va aussi... Pourquoi? Parce qu'il y aura la cherté de la vie. Ça va freiner le développement. Mais pour mettre fin à tout ça, il faut un programme de développement rude. Est-ce que ça ne prend pas en compte aussi la formation des jeunes au métier lié à l'agriculture? Ça c'est le minimum. C'est le minimum. Je pense que dans tous les pays, il y a une école agricole. Ils font des études et autres. C'est le minimum. Mais il faudrait que ces jeunes soient accompagnés. Ils peuvent être formés. Ils peuvent être... le Bill Gates, bon, je sais pas, le Steve Jobs de son pays, mais il doit être accompagné. Parler de volonté politique à ce niveau. C'est vrai, il faut la volonté politique. Moi, je n'aime pas cette expression de volonté politique, mais je préfère qu'il y ait de la bonne foi. La volonté politique peut être là. On va voter à l'Assemblée nationale, au Sénat, si vous voulez, le vice-président va décider, le président de la... Mais il faut de la bonne foi dans nos prises de décision. Qu'est-ce que vous avez de bonne foi? Des actions concrètes? Des actions concrètes, capables de dire non ou bien dire oui. Ça, nous pouvons le faire, allons-y. Quand on veut organiser, je vous dis, il y a une organisation qui est capable de faire cela. L'ONU est faible devant cette situation.
Et la seule organisation, je vous demandais, vous n'allez pas me répondre. Vous voulez dire que chaque pays doit prendre son destin en main, investir là où il faut investir pour effectivement prévenir la famine parce qu'elle est imminente. C'est vrai, chaque pays, mais il faut une organisation comme la FIFA. Parce que si les gens sont en train de jouer au football dans la sous-préfecture de Diamba, qui est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, il y a des règles de foot qui sont universelles. Mais quand on dit qu'on doit bombarder telle zone, et tel pays dit, les États-Unis disent que moi je bombarde, laissez-moi finir, l'ONU n'a rien à dire. Donc il faut une volonté politique, comme vous le dites, ce que j'appelle bonne foi, mais il faut aussi le courage des jeunes. D'accord, parlons de certains pays qui, par la force de la nature, souffrent de la sécheresse, de l'avancée du désert, qui n'ont pas de façade maritime, etc. Comment ces pays-là se relèvent de tous ces affres de la nature? Ils subissent le changement climatique, la sécheresse, etc. etc. Comment est-ce qu'ils se réinventent pour pouvoir faire face? Quand on sait que la plupart du temps, les enfants qui voient l'école ont besoin de manger, il faut des ressources hydriques, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il faut un accompagnement de la part de l'ONU. Et c'est ce que l'ONU demande toujours, qui n'a jamais été fait. C'est pas grave, mais je pense que les autorités doivent revoir leur programme de diligence. Parce que nous sommes indépendants, la majorité des pays africains, c'est depuis 1960. Mais rien n'a changé, rien n'a évolué. Donc, Monsieur Thomas, il faut passer de l'économie de la mort à l'économie de la vie. Merci, Bossin Atien Servet. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.